bienvenue dans Politique à la carte. Ce soir, comme chaque semaine, nous nous retrouvons autour de cette table triangulaire pour analyser, pour comprendre les faits et d'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, l'actualité ne cesse donc d'évoluer. Aujourd'hui, nous allons en parler notamment de la fin des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante a procédé donc depuis le 24 décembre 2022 dernier à cet exercice d'identifier et d'enrôler les électeurs sur toute l'étendue de la RDC. Quel bilan peut-on dresser de cette opération? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce travail a bien été organisé, que cela a se passé dans de bonnes conditions? Quel bilan est-ce qu'on peut dresser de ces opérations d'enrôlement? L'actualité, c'est aussi, vous le savez, le vendredi, le commandant de la force de l'EAC, cette force de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui sont déployés à l'Est de la République démocratique du Congo, qui a décidé de jeter l'éponge, de démissionner. Il a quitté ses fonctions, il a évoqué plusieurs motifs, donc, en sa lettre de démission adressée au secrétaire général de l'EAC, notamment sa sécurité qui n'était plus garantie en République démocratique du Congo. Nous allons un peu essayer d'analyser, de comprendre cette situation. Vous le savez, cette force de l'EAC fait couler beaucoup d'encre et de salive avec ceux qui estiment que c'est une force de trop à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi ceux qui pensent qu'avec eux, on peut arriver à bouter dehors les agresseurs et autres groupes armés qui pilulent à l'est de la République démocratique du Congo. Donc on va revenir un peu sur cette question et finalement nous allons finir avec la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Vous le savez, c'était le samedi 29 avril 2023 dans la capitale Kinshasa, au stade de Martyrs. Est-ce une démonstration de force qu'on pense à l'opposition par rapport à ce rassemblement, ce regroupement, cette sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation? Alors, pour essayer de comprendre cette actualité politique en République démocratique du Congo, je reçois les deux tendances sur ce plateau. À ma gauche, j'ai Maître Gabriel Makinga. Il est secrétaire exécutif en charge de la communication et médias au sein de LGD, parti du sénateur Augustin Matata Aponio Mapon dans la province du Katanga. Bonsoir et bienvenue, Maître. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Merci beaucoup de l'invitation. En cette fin du mois d'avril, nous sommes très ravis de revenir pour parler surtout République. Très bien. En face de vous, je reçois Maître Ramsès Mouteba. Il est donc chargé de communication au sein du COPOP au niveau national. Le COPOP est une structure de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Narcisse, et bonsoir également à mon co-débatteur Maître Gabriel. Je profite de la même occasion pour saluer tous les Congolais parce que nous sommes déjà à la fin du mois d'avril. Nous préférons que les mois prochains soient meilleurs pour tous les peuples congolais. Très bien. Le décor est planté. Sans plus tarder, nous allons entamer avec notre tout premier sujet. Fin des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. On a connu tout ce qu'on a connu, tout ce qui a été décrié. Mais aujourd'hui, finalement, on est à la fin. La CENI a clôturé cette opération et a même déposé son rapport annuel au niveau de l'Assemblée nationale avec un satisfecit pour la Commission électorale nationale indépendante. Je commence avec vous, Maître Gabriel. De manière générale, quelle lecture, quelle appréhension vous avez par rapport à cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs? Merci beaucoup, Monsieur Narcisse, qui parle, ce processus d'enrôlement fait allusion ici à la République démocratique du Congo, notre nation, qui me soit permis ici que je rende hommage à l'icône scientifique, le professeur Adnan Haddad, qui nous a quittés. Cet homme qui aimait cette République, non pas en tant que politique, mais en tant que scientifique. Mais nous l'avons perdu et nous rendons hommage parce qu'il nous a encadrés dans beaucoup d'activités d'ordre scientifique et académique. Je reviens maintenant à votre question, Monsieur Narcisse.
Ces processus d'enrôlement et d'identification des électeurs, ceux qui nous suivent à la maison seront très d'accord avec nous que c'est un processus de manière générale dans toute la République démocratique du Congo, un processus chaotique. Pourquoi nous le disons? Tout simplement parce que lorsque la CENI nous présente les calendriers électoraux, la synthèse de ces calendriers électoraux, la CENI nous fait voir que dans chaque ère opérationnelle dans cette République, elle sera en train d'enrôler les électeurs pendant une période relativement d'un mois. C'est ce qui est noté dans les calendriers de la CENI. Et comme on le dit, M. Narcisse, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant que je n'aille dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, je prends la province du Haut-Katanga où nous vivons. C'est le 25 janvier que nous avons commencé le processus d'enrôlement dans notre province du Haut-Katanga. Avec le Premier ministre qui avait lancé ces opérations. Tout à fait. Et vous serez d'accord avec moi, et ceux qui nous suivent seront d'accord avec moi. La porte-parole de la CENI au niveau provincial dans le Haut-Katanga nous dit qu'on aura 551 centres d'inscription dans toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Et il nous dit dans la ville de Lubumbashi, nous aurons 118 centres. Comparativement, en 2017, on n'en avait que 90 centres d'inscription dans la ville de Lubumbashi. Mais ce qui énerve la population, on nous donne le temps du 25 janvier au 24 février, ça veut dire relativement un mois comme prévu dans les calendriers électoraux. Mais il est à constater ici que nous sommes allés au-delà de ces délais, c'est au mois de mars 2023, le 21 mars, si je ne me trompe, qu'on a clôturé ce processus d'enrôlement au niveau de la province du Haut-Katanga, au niveau de l'heure opérationnelle 2, où il y avait d'autres provinces, également des pays, si je ne me trompe. Ça veut dire déjà en termes de délai que la CENI nous a donné, la CENI est allée au-delà. Les problèmes, M. Narcisse, se posent au niveau de ce centre d'inscription qu'on nous a présenté dans la ville de Lubumbashi. Sur 118 centres prévus dans la ville de Lubumbashi, la CENI a été incapable pendant tout le processus d'enrôlement de nous dire combien de centres étaient opérationnels. Et vous avez vu vous-même, et la population qui nous suit est d'accord avec nous, que la population était dans difficulté de s'enrôler. Pourquoi elle était dans cette difficulté de s'enrôler? Parce que tout simplement, dans les 118 centres, comparativement à 90 centres d'inscription qu'on avait eu en 2017, la moyenne de machines était d'une machine par centre. La moyenne était d'une machine. Or, en 2017, nous avions la moyenne de machines de 4 machines par centre, avec 90 centres d'inscription, et la population s'était enrôlée paisiblement et calmement. Mais pour cette fois-ci, dans cette province, la population a eu du mal, la difficulté de s'enrôler, et notre population était à un certain moment obligé de commencer à passer nuit dans des centres d'inscription d'enrôlement, à se réveiller très tôt le matin, à prendre tout le risque. Il y a même ceux qui ont été obligés, M. Narcisse, d'acheter les cartes d'électeurs. C'est ça. Acheter les cartes d'électeurs. Acheter les cartes d'électeurs. Expliquez. Voilà. Acheter nos compatriotes, oui, ce qui était commis à la sécurisation des kits électoraux, ce qui était commis à la sécurisation de ces centres d'inscription, et même certains agents qui travaillaient dans ces centres d'inscription, les agents de la CENI, vendaient, monnayaient l'enrôlement des électeurs. Nous avons tous vu, et le média local notamment, votre média, a fustigé cet état de choses, et les Congolais, ça sont pleins. Il y a ceux qui ont payé de 5 000 à 10 000 francs. Nous en avons des vidéos qui continuent à circuler jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui démontre de manière générale que ce processus d'enrôlement est chaotique dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comme on dit, mieux vaut la fin d'une chose, finalement on est arrivé à la fin et tout le monde a sa carte d'électeur. Vous, par exemple, vous avez votre carte d'électeur? Oui, monsieur Narcisse, après beaucoup de peine, j'ai été des fois dans un centre d'enrôlement, je ne vais pas citer ces centres ici, j'ai été à 2 reprises avant de m'enrôler. Il faut voir comment est-ce que nos compatriotes étaient traités dans ces centres d'enrôlement par les agents de la CENI ainsi que la police qui était appelée à surveiller le kit électoraux, à surveiller ces centres. Mais on dit mieux vaut la fin d'une chose si cette chose a bien commencé. Nous avons mal commencé et nous avons très mal chuté. Je vais le démontrer ici et la population qui nous suit sera d'accord avec nous. Ça va, on va revenir à vous, on va notamment parler de la qualité. Je veux faire réagir M. Ramsès Mouteba. Vous venez de tout ce qui a été développé. Vous, quelle est la perception que vous avez sur
ces processus d'enrôlement des élections? Merci beaucoup, M. Narcisse. La perception, elle est très positive. Pourquoi? Parce que, tantôt là, je venais de dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et d'ailleurs, il y a des principes qui sont simples. On dit, un travail humain ne manque jamais les imperfections. Certes, Quelle proportion d'imperfection? Non, bien sûr. Quand vous dites que quelle proportion, ici, quand on dit la proportion, elle était un peu faible par rapport à ce qui était prévu. Parce que quand nous prenons les délais, les calendriers, parce que la CENI a commencé d'abord par la géolocalisation. La CENI a fait un travail en amont qui était d'abord de sensibiliser ou faire la cartographie pour créer les différents centres. Avec tout ce qu'il y a eu dans notre pays, l'insécurité, ça et là, il y a eu des déplacements. C'est par là que la CENI était arrivée à fixer le nombre de centres dans chaque coin ou dans chaque province. Mais aujourd'hui, sur les 100 et quelques centres prévus, notamment ici à Lubumbashi, visiblement, c'était pas ça. Visiblement, ce n'était pas ça parce que vous n'avez pas eu le temps de faire les descentes dans tous les centres. Et lorsque mon co-débatteur parlait de la moyenne d'une machine par centre, c'est une accusation qui n'est pas acceptée. Quand nous prenons la moyenne, elle était de 2 machines par centre. Parce que dans les études statistiques, ça se démontre que quand vous faites la moyenne par 1, vous aurez toujours 1. Mais dans d'autres centres, on avait 2 machines à 3 machines. Ce qui n'est pas vrai par rapport à ces allégations. Certes, je venais tantôt là de le dire qu'il y a dans les processus, dans les travail humain, l'imperfection ne manque pas. Mais ce qui a beaucoup plus, ce que nous avons déclaré ou décrié pendant ces processus-là, c'est la mauvaise éducation de certains de nos Congolais. Quand je parle de la mauvaise éducation, je vois directement le mauvais comportement de certains Congolais qui étaient commis à ces opérations. Il y a certains Congolais qui ont voulu saboter le processus électoral. Saboter dans quel sens? C'est là qui était commis à réaliser ce travail. Donc, c'est-à-dire les opérateurs. Il y a ceux-là qui se sont lancés dans des mauvaises pratiques. Vous avez vu après beaucoup plus de dénonciations, il y a même des arrestations, il y a même des révocations au sein de la CENI. Non seulement ici à Lubumbashi, mais dans plusieurs provinces. Donc c'est-à-dire, avant que je rebondisse en profondeur par rapport à cette question, j'aimerais d'abord donner un petit conseil à tous les peuples congolais. Très rapidement. Nous devons être caractérisés par l'esprit du patriotisme et du nationalisme. Très bien. Aimer la nation avant tout. Pourquoi? Lorsqu'on manque l'amour, on se lance dans des pratiques là inhumaines. C'est ce qu'on a connu avec les opérations de la CENI. Maintenant, par rapport au délai ou au calendrier des différentes opérations, oui, jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a aucun retard qui va préjudicier l'organisation des élections. La CENI avait prévu un mois dans chaque coin ou dans chaque heure. Mais lorsque nous sommes allés à 2 mois, ou la CENI est allée à 2 mois, cela ne justifie pas les retards quasi total dans les autres opérations qui restent. Mais ce qui importe beaucoup, ce qui intéresse beaucoup, ça n'aura pas d'impact sur le calendrier. Il n'y aura pas d'impact sur les calendriers. Parce que en allant jusqu'au mois de mars, par rapport à certains coins ou dans d'autres provinces, cela ne justifie pas les retards pour les opérations restantes. Très bien. Aujourd'hui, il est vrai que la CENI a fini avec ces opérations. La CENI a établi un rapport, la CENI a présenté un rapport au niveau de l'Assemblée nationale. Il reste maintenant une appréciation critique au niveau de l'Assemblée nationale et en plus, par rapport à certains... À l'Assemblée, vous êtes majoritaire. Non. Nous, on est majorité, on ne refuse pas. Oui. Il y a d'autres peuples où, dans d'autres coins, certaines populations n'ont pas obtenu leur carte. La CENI a également réfléchi par rapport à ça. Il a dit, on va ouvrir les bureaux pour que tous les Congolais aient leur carte. Les élections, l'enrôlement ou les... On va revenir à vous. Permettez, 30 secondes. Rapidement. L'identification
de cette année est différente des autres identifications. Les processus, l'organisation, c'est grandement différent. Raison pour laquelle nous devons nous adapter par rapport au changement dans un domaine. Peu importe quelconque. J'aimerais qu'on aborde la question de la fiabilité de ces opérations. C'est bien, c'est clôturé, c'est fini, on a clôturé. Mais est-ce qu'au regard de tout ce qu'il y a eu, tout le déroulement de cette opération d'enrôlement, est-ce qu'on peut avoir confiance au nombre, à ce fichier électoral qui sera finalement présenté après toilettage par la Commission électorale nationale indépendante? Maître Gabriel. Merci beaucoup, M. Narcisse. Laissez-moi nous dire ici que nous ne devons pas avoir cette confiance et même pas aller à dire une confiance aveugle à ces fichiers électoraux qui nous sera présenté après toilettage. Pourquoi je l'ai dit, nous ne devons pas faire confiance après les toilettages? Parce que lorsque vous suivez les déclarations et même les communiqués de la CENI par rapport à ces toilettages, ils commencent par nous faire une opération de porte ouverte avec toutes les parties prenantes, que les parties prenantes à ces élections, à ces processus d'enrôlement, arrivent à constater comment est-ce que la CENI travaille pour toiletter ces fichiers électoraux. Mon Dieu, où sommes-nous là? Monsieur Narcisse, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ils peuvent être à mesure de nous dire, la CENI peut être à mesure de nous dire combien de kits électoraux qu'ils ont acquis et combien de kits ont été utilisés? Parce que tout simplement, nous avons tous constaté que les Congolais de l'Union sacrée de la nation détenaient dans leur maison des kits électoraux. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui rassure à la CENI? Que celle-ci, elle sera à mesure d'élaguer, par exemple, le doublant. Qu'est-ce qui rassure à la CENI? Qu'elle sera à mesure d'élaguer les mineurs qui se sont fait enrôler dans des provinces que nous connaissons ici, pour ne pas les citer, les provinces, notamment la province de Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Il y a des Congolais mineurs qui se sont fait enrôler. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassure que cette CENI sera à mesure d'élaguer ces mineurs-là? Parce que dans leur âge, lorsque vous allez devant la machine, vous ne déclarez pas un âge moins que 18 ans. Vous êtes obligé de déclarer votre âge majeur. C'est ce que ces Congolais ont fait. Et aujourd'hui, on nous dit on va faire le nettoyage de ces fichiers électoraux pour écarter le doublon, pour écarter les mineurs par tel mécanisme que la CENI sera à mesure de le faire. Parce que cette CENI n'a pas été capable de nous dire dès le départ, ils ont acquis combien de kits électoraux et ils ont utilisé combien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que la CENI a pu faire avec des Congolais qui étaient détenteurs, non pas seulement des cartes vierges, également des kits électoraux qui détenaient dans leur maison et faisaient même enrôler les Congolais. Qu'est-ce qui empêche que ces gens-là soient reliés aux centrales de la CENI? Ramsès Mouteba, est-ce que aujourd'hui on peut se fier? Vous avez suivi ce qui vient d'être développé. On a vu c'est des notoriétés publiques, des personnes avec après accident, on a retrouvé des kits de la CENI dans leur véhicule, par-ci, par-là. Est-ce que tout cela n'entache pas la qualité du travail qui a été effectué par la CENI? Nous avons seulement une seule institution d'appui à la démocratie concernant l'organisation des élections, qui est la CENI. Donc, c'est-à-dire, nous avons l'obligation de faire confiance à cette structure ou cette institution. J'aimerais d'abord rebondir sur quelque chose de très important que Maître Gabriel venait de dire. Il a parlé par rapport au rapport global que la CENI doit nous fournir concernant les kits acquis et les kits déployés. Donc, c'est-à-dire, ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce n'est pas par rapport au matériel. Ce qui nous intéresse, c'est les opérations, les processus électoraux. Les opérations ne sont pas arrivées à la fin? La réponse est oui. L'important, c'est peut-être de savoir il y a eu combien on a utilisé et où sont partis les autres. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des soupçons d'individus qui avaient des kits électoraux. Il n'y a pas de souci. La CENI ne peut pas refuser toute demande venant d'un citoyen congolais. Si on juge bon que la CENI doit nous fournir les rapports par rapport aux différents kits, ou le nombre de kits acquis et le nombre de kits déployés, la CENI ne peut pas nous refuser parce que c'est notre droit. Nous vivons dans la démocratie, comme la CENI également, c'est une institution d'appui à la démocratie, elle doit respecter. Lorsque Maître Gabriel parle d'élaguer les doublons et les mineurs sur les fichiers électoraux, c'est un processus qui est tout à fait simple. D'abord, je commence par les doublons. Un doublon, c'est une information qui se répète plusieurs fois.
Donc, on peut avoir une personne qui s'est enrôlée plusieurs fois. On peut avoir une personne qui a joué à la rige, tel qu'on a vu un journaliste congolais. Là, c'est facile. Là, c'est facile. Oui, oui. Quand on évolue la radio, oui, là, c'est facile. Un journaliste identique, on est là. On est là. Le mineur qui a le mineur également. Dit, j'ai 18 ans. Le mineur également, c'est très très facile parce que nous avons vu, il y a peu ici, le président de la CENI, Denis Kadima, il est allé dans les centres de traitement des fichiers. On a commencé à vérifier d'abord par la représentation faciale. Parce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, les Congolais, un mineur ou un majeur peut avoir le visage ou la figure d'un mineur, ce qui n'est pas à vérifier. C'est possible, mais ce qui n'est pas à vérifier. Mais nous faisons confiance à la CENI. Lorsque nous disons, ou le maître Gabi dit, dans les grands Kasaï, la cité des provinces, qu'on a enrôlé les mineurs. Or, les mineurs, par rapport au rapport de la CENI, les mineurs ont été enrôlés du côté est du pays. Ce n'est pas dans les grands Kasaï ou dans les centres du pays. Donc, c'est une information, quand nous venons sur les plateaux, il faut avoir la précision sur l'information qu'on doit donner à la population congolaise. Nous faisons confiance à la CENI, et la CENI, par rapport à sa clarité, à la transparence, elle a lancé la porte ouverte. Toutes les parties prenantes, ou tous les partis politiques prenants doivent faire des voies et biens par rapport au délai donné afin de participer également à la vérification des fichiers. Vous, UDPS, vous étiez là? Non, UDPS, pourquoi on doit refuser? D'ailleurs, nous sommes les partis politiques qui prônent la démocratie. S'il y a un appel lancé par la CENI, on ne peut pas refuser d'aller y participer. Donc, c'est-à-dire c'est un processus qui est accordé à tout le monde, une opération qui est accordée à tout le monde. Pourquoi la CENI a décidé ainsi? C'est pour nous éviter beaucoup des allégations, beaucoup de critiques, beaucoup de plaies après les élections de 2023, parce que les élections de 2023 sont des élections qui sont interdites aux cardiaques. Avant de donner la parole à Maître Gabriel, dites-nous un peu pourquoi l'opinion semble voir une certaine communion, semble avoir une certaine désaccointance entre l'UDPS, la majorité de manière générale, avec la Commission électorale nationale indépendante. Généralement, vous avez les mêmes points de vue. Qu'est-ce qui justifierait ce? Nous n'avons pas presque les mêmes points de vue. Les opinions de la population, ce n'est pas toute la population congolaise. Okay. À un certain moment, l'opposition, par manque des arguments pour convaincre la population, elle a planté une mauvaise sémence au sein de la population congolaise pour dire que nous avons les acquaintances avec la CENI. Non, l'UDPS, c'est un parti politique. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Lorsqu'il s'agit de collaborer avec les différents partis politiques, la CENI n'exclut aucun parti politique. S'il y a un processus qui est lancé, par exemple l'opération de la porte ouverte, on a demandé à tous les partis politiques. On n'a pas dit seulement à l'UDPS d'aller vérifier, on a dit tous les partis politiques. C'est-à-dire, nous encourageons cette démarche et cette démocratie qui, tant soit peu, entre en vigueur. Maître Gabriel, avant que vous nous rebondissiez sur ces propos, est-ce que LGD a été à cette opération porte ouverte de la CENI? Monsieur Narcisse, les partis politiques seront certainement ici le D et le 3 mai, le LGD ainsi que son autorité de référence, le sénateur Augustin Matata Pogno, ainsi que ce Front pour le Congo où se trouve Denis Sesanga, Martin Fayoulou, ainsi que Moïse Katumbi Tchapwe. Nous n'allons pas participer à cette opération de porte ouverte. Parce que tout simplement, nous estimons qu'il y a des préalables qui devaient être faits par la CENI avant d'inviter les gens à c'est l'occasion de dissiper tous les malentendus. Nous ne voulons pas appuyer
les violations flagrantes des textes de loi. Nous voulons tout simplement rester légalistes et rester à côté de cette population qui est meurtrie et qui souffre parce qu'il a connu un processus électoral chaotique, d'enrôlement d'ailleurs, c'est chaotique. Vous avez la possibilité maintenant de revenir je vais rebondir sur ce que M. Ramsès a dit. Et certainement, les Congolais seront d'accord avec nous qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est gérée avec beaucoup de facilité et de légèreté. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a estimé ici, en tant que membre d'un parti au pouvoir, membre d'un parti qui gère cette République, que faire le rapport préalable, c'est un rapport préalable par rapport aux kits électoraux acquis par l'argent du contribuable congolais n'était pas une nécessité pour cette CENI. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour eux, c'est finir avec ces procédures d'enrôlement chaotique. Je me sens très mal à l'aise dans ma peau que ça vienne de quelqu'un qui est au pouvoir. Une preuve par excellence qu'il gère la République avec beaucoup de légèreté. Lorsqu'il affirme haut et fort ici que le véhicule accidenté à Chikapa qui détenait les kits électoraux, c'était un véhicule de la CENI. Je suis très mal dans ma peau, des communicateurs du LGD, parce qu'il y a un communiqué de la CENI signé par Mme Patricia Nseya qui a accepté ces faits-là, disant que ce véhicule appartenait à un député de l'Union sacrée de la nation. Ça n'a jamais été un véhicule de la CENI. Malheureusement, M. Ramsès arrive ici, il dit tout au peuple congolais que ce véhicule appartiendrait à la CENI. Or, la CENI a fait un communiqué. J'appelle alors M. Ramsès à aller dans le site officiel de la CENI. Il trouvera ces communiqués-là. Et je l'ai même entendu dire que les élections de 2023, c'est des élections interdites aux cardiaques. Ok, je suis d'accord avec lui parce qu'ils sont en train de préparer une fraude massive et que nos compatriotes qui iront élire le meilleur de ceux qui doivent diriger la République demain verront leur voix être détournée comme ils savent le faire et peut-être que ces compatriotes ne seront plus avec nous après avoir vu ce résultat lié aux fraudes. Et il dit à haute intelligible voix que c'est interdit aux cardiaques. Non, j'appelle tous les Congolais ici à aller au moment opportun sanctionner cette gouvernance de la pacotille, permettez-moi les termes, cette gouvernance qui ne sait pas donner ce que la population attend d'elle. Monsieur Narcisse, je vais revenir sur un aspect très important. Très rapidement. Lorsque la CENI dans la province du Haut-Katanga tout simplement prévoit un nombre d'électeurs entendu de 3 millions d'électeurs. Et lorsqu'on arrive le 13 mars, la CENI n'avait enrôlé que 1 million d'électeurs. Et le 21 mars, ça veut dire 8 jours après, la CENI était dans l'obligation de clôturer ces opérations d'enrôlement. Ça veut dire qu'ils ont enrôlé 64% des populations dans la province du Haut-Katanga jusqu'au 13 mars. La question que nous nous posons avec les Congolais que nous suivons à la maison, est-ce que pendant 8 jours, avec ces centres d'inscription qui avaient en moyenne avec une machine par centre, étaient capables d'enrôler 34% de la population, 36% de la population restante? Non. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Est-ce que une minute, quittons un peu votre pot de politique, c'est vrai, ça ne peut pas vous quitter, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez des cas avérés de personnes aujourd'hui à Lubumbashi qui n'ont pas de carte d'électeur? Merci beaucoup, M. Narcisse. Ça tombe d'ailleurs bien, je vais plaider pour ces compatriotes qui n'ont pas de carte d'électeur. Pas plus loin de chez vous ici, je vous donne l'adresse précise sur Kambov, Kouemaniam, alors se trouve le siège du LGD. La sentinelle du LGD jusqu'à maintenant n'a pas eu sa carte d'électeur. Il a été s'enrôler pendant plusieurs semaines et il n'a pas eu sa carte d'électeur. Il m'a même dit, il s'est confié à moi en tant que communicateur du LGD qu'il a même donné 20 000 francs, mais jusqu'à aujourd'hui, allez sur Maniema Kambov, là il y a les sièges du LGD, vous trouverez cette sentinelle qui n'a pas eu sa carte d'électeur. Il y a bien d'autres Congolais qui n'ont pas eu leur carte d'électeur et nous fixerons l'opinion à l'A1 du LGD qui intervient le 3 mai ici, que les Congolais dans les Hauts-Katanga qui n'ont pas eu leur carte d'électeur sont en train de passer au siège du LGD pour se faire identifier, pour qu'ensemble nous réclamions ce droit et nous allons même nous constituer comme parti qui n'a pas été accepté par la CENI
pour se faire enrôler. Nous saisirons au moment opportun les instances concernées pour cet état des choses. On aborde la question de 2 territoires qui ne sont pas encore enrôlés rapidement parce qu'on doit prendre notre deuxième sujet. La CENI s'est remis donc entre les mains du gouvernement pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut organiser ces élections, en fait l'enrôlement dans ces 2 territoires, notamment à l'Est. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on en arrive jusqu'en décembre si la situation ne change pas et que l'on aille aux élections avec une partie des compatriotes non encore enrôlés, donc qui ne prendront pas à part aux élections? Rapidement, et puis on donne. Vous voyez la malice de la CENI, M. Narcisse. C'est là où je dis que ce processus d'enrôlement d'électeurs est chaotique. La CENI, en tant qu'organe technique d'organisation de ces élections du gouvernement, ne devrait pas se limiter à présenter au gouvernement les territoires qui n'ont pas été enrôlés jusque-là. La CENI devrait faire voir à ces gouvernements, comme ces territoires n'ont pas été enrôlés, nous, en tant qu'organe technique, voici ce que nous vous proposons pour que nous arrivions à enrôler ces compatriotes. Mais la CENI se remet au gouvernement. Ça veut dire, le rôle que devrait jouer la CENI, c'est au gouvernement de le jouer. Malheureusement, ce gouvernement sait qu'il est incapable de sécuriser ces territoires aujourd'hui qui n'ont pas été enrôlés, parce que certains de ces territoires, c'est lié notamment ici à la sécurité. La sécurité, je dis interne. Là, le gouvernement est incapable de sécuriser cette population, et c'est à ce même gouvernement que la CENI se remet pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire, mais qu'est-ce que la CENI a proposé pour que ces Congolais, ces compatriotes soient enrôlés. Et nous pensons que nous n'irons pas aux élections avec des territoires non enrôlés, avec des Congolais non enrôlés. Et nous parlons seulement ici des territoires, mais il y a aussi des Congolais dans des villes comme Lubumbashi. C'est du FCC qui n'a pas été enrôlé. Vous venez de le dire. Ramsès Mouteba, est-ce qu'aujourd'hui il serait crédible pour ces élections de 2023 que vous qualifiez de cardiaque, donc interdit au cardiaque, est-ce qu'il serait crédible d'y aller avec des compatriotes qui n'ont pas de carte d'électeur, pas parce qu'ils n'ont pas voulu s'enrôler, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se faire enrôler? Ça ne fera pas plaisir parce que notre souci majeur est que tous les Congolais obtiennent leur carte d'électeur. À travers la carte d'électeur, ils auront également la possibilité d'obtenir leur carte d'identité. Raison pour laquelle, malgré que nous sommes au pouvoir, notre souci majeur est d'abord les peuples. C'est ça même notre slogan, le peuple d'abord. Raison pour laquelle nous avons déjà lancé un processus ou une demande au niveau de la CENI afin que la CENI accorde à tous les peuples congolais qui n'ont pas encore leur carte afin d'obtenir leur carte dans les délais pour qu'ils participent également au processus électoral. C'est ça notre souci. Il faudrait que tous les Congolais participent. Nous ne voulons pas aller aux élections avec une partie des Congolais. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez du côté de l'opposition, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Lorsque vous regardez du côté de l'opposition, ils savent très bien qu'ils n'ont pas un candidat à présenter, ils balancent directement la fraude en amont. Mais il y en a plusieurs, hein? Il y a plusieurs candidats. Non, j'ai dit, ils n'ont pas de candidats, j'assume. Raison pour laquelle ils balancent en amont la fraude électorale. Ça fait un peu mal lorsqu'on dit la déclaration de Patricia Nseya. La déclaration de Patricia Nseya, c'est tout à fait normal. Tous, on avait lu cette déclaration. Lorsque la CENI a besoin de déployer les kits dans d'autres coins, la CENI n'utilise pas seulement ses propres véhicules. Nous avons vu même dans les élections où le processus d'enrôlement passé, la CENI avait même utilisé les véhicules ou les chariots automobiles de la MONUSCO pour déployer les kits. C'est quand même des institutions. C'est quand même les institutions. Des individus. C'est quand même les institutions. Ça peut-être c'est une erreur à leur niveau, raison pour laquelle je venais de dire qu'un travail réalisé par un humain ne manque jamais d'imperfection. Lorsque Maître Gabriel insiste sur les 3 millions attendus de la population, où 64% seulement enrôlés, mais la prévision n'est pas nécessairement la réalisation. On peut prévoir
on peut estimer. Il faut faire la part des choses. Quand on parle d'une estimation, ce n'est pas ce qui doit nécessairement se réaliser. Dans la probabilité, lorsqu'on fait les études estimatoires, on se dit, on estime à peu près, on estime que l'on arrive. Bien sûr, on estime à peu près, mais ce n'est pas ce qui est vrai. Quand il y a déjà les à peu près, on peut atteindre à 3 millions. Est-ce que c'est vrai les 3 millions? Raison pour laquelle quand la CNI a donné les rapports par rapport à certains doutes qui gangrènent du côté de l'opposition sous prétexte que de telle date à telle date, il y avait 64%. Est-ce que dans les 8 jours qui suivaient, la CNI était capable d'enrôler 36% restants? La réponse reste au niveau de la CNI. Mais il y a leur gardien qui n'est pas en J'y arrive. Ça fait un peu mal si lui, en tant que juriste, il encourage la corruption. Parce qu'il venait de dire que l'ex-sentinelle, la sentinelle, avait même donné 20 000 francs. C'est une corruption. Or, nous luttons contre la corruption. Comment se fait-il que la sentinelle peut aller donner même 20 000 francs au moment où il n'a pas obtenu leur carte? C'est-à-dire cette pratique-là par rapport à un parti qui est dans l'opposition sous prétexte qu'ils ont une autorité de référence, si elle est balancée dans ces pratiques-là, ça reste une matière à réflexion pour l'opposition dans les jours à venir. Nous demandons à la CNI, on a déjà mené les démarches pourvu que la CNI ouvre même un centre pour les retardataires qui n'ont pas encore leur carte. Ils ne sont même pas à 500 000. Très bien, donc vous montrez la bonne volonté et donc de la majorité à ce que l'on ne vous prête pas des intentions voulant exclure une certaine catégorie. Bien sûr que oui, et quand j'ai parlé des élections, on évolue au cardiaque, c'est-à-dire cette fois-ci, il y aura la transparence dans tous les processus, raison pour laquelle vous avez vu dans toutes les opérations, la CNI appelle tous les peuples de participer. Très bien. C'est ce que nous avons aimé. C'est bien compris. On va aborder notre deuxième sujet. Vous avez la possibilité, Maître Gabriel, de revenir sur l'une ou l'autre question soulevée. Et j'aimerais qu'on parle de cette question de l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'est tenu donc le vendredi, l'information est tombée. Le commandant de la force des États membres de pays membres de l'Afrique de l'Est, EAC, où des forces sont déployées à l'Est, le commandant a tout simplement démissionné de ses fonctions. Ce dernier a évoqué plusieurs questions, notamment sa sécurité qui n'était plus garantie, ou encore des pressions qu'il aurait subies, notamment de la part du gouvernement, des groupes armés. Et voilà, il a évoqué toute une liste de causes qui a fait à ce qu'il puisse démissionner. Maître Gabriel, qu'est-ce que ça vous inspire déjà, cette démission? Merci beaucoup, M. Narcisse, de la question. Je vais répondre à votre question, mais j'ai un reliquat, je dois recadrer ce que très bien, a dit mon ami Ramsès. Moi, je n'ai pas encouragé ici la corruption. Je dis, notre sentinelle a été plus d'une semaine à la CENI, il n'a pas obtenu sa carte d'électeur. Assez confiant en moi, il a dit qu'il a même donné 20 000 francs. Et j'ai dit à l'entrée déjà ici que le gouvernement ainsi que la CENI a poussé les peuples congolais à acheter les cartes d'électeurs au vu de cette malorganisation du processus d'enrôlement. C'est pourquoi certains Congolais se sont retrouvés dans l'obligation de commencer à payer ces cartes d'électeurs au vu au su de membres de la CENI, responsables de CENI et ceux qui ont été même recrutés par cette union sacrée de la nation. Moi, je n'encourage pas le détournement ni la corruption ici, et notre autorité de référence lutte contre cette corruption, et c'est ça son cheval de bataille au jour le jour. Il n'a jamais été celui qui appuie la rétrocommission. Nous avons entendu ici un chef de l'État légaliser la rétrocommission. Cela veut dire que nous savons de quel côté la corruption est autorisée. Je reviens à votre question. Oui. Monsieur Narcisse, cette démission vient effectivement confirmer ce que l'opposition actuelle est en train de déplorer. L'opposition actuelle déplore le flou qui entoure même cette force de l'EAC qui est dans nos territoires. Du côté de la République démocratique du Congo, on nous dit que cette force arrive
pour combattre les rebelles. Et certainement, c'est à ce niveau-là que ces militaires assimilent la pression, parce que dans la conception de nos autorités, tant politiques que militaires, ils se disent que la force arrive pour combattre les rebelles du M23 et les terroristes du M23, mais quand la force arrive, elle donne une autre communication, que nous ne venons pas ici combattre ces rebelles du M23, nous venons tout simplement faire le cantonnement, les aider également à quitter progressivement le territoire de notre République. Et à ce niveau-là, si la République fait pression qu'ils combattent ces rebelles, leur convention, comme cette force et ces rebelles du M23 ne forment qu'un seul individu, une seule personne, nous le savons tous, parce que parmi nos agresseurs, il y a ceux qui se retrouvent dans cette force de l'EAC qui est venue prétendument mettre hors d'état de nuit ces terroristes du M23. Raison pour laquelle ces militaires, ces hauts gradés, ces responsables de cette force se retrouvaient entre le marteau et l'enclume. D'un côté, nous avons notre gouvernement qui voulait que la force puisse combattre. De l'autre côté, le M23 qui est certainement rassuré que ceux qui sont venus, ce sont les nôtres, ils ne vont pas nous combattre. Alors, devant cette pression-là, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche. Et je me dis même, il a lâché. Et celui qui arrive, est-ce que notre gouvernement a pris le soin d'éclairer la mission exacte de cette force qui est venue prétendument nous aider à faire regagner la paix dans la partie orientale de notre République? Je ne crois pas. Nous risquerons de subir le même spirale des événements sans qu'une solution ne soit trouvée avec cette force qui est une force de trop en République démocratique du Congo et qui est devenue budgétivore. Ce n'est pas aussi quelque part à féliciter le gouvernement, parce que cette pression gouvernementale a abouti à cette démission-là. Moi, je ne saurais pas ici féliciter ce gouvernement, parce que ce travail, M. Narcisse, devait être fait en amont à la signature de cette charte, à la signature du moment que ces militaires devraient venir. On devrait éclairer. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. La plupart de nos territoires actuellement sont sous l'emprise de ces rebelles du M23. Pourquoi nous dirons mieux vaut tard que jamais dans cette situation? Je pense que ce principe n'est pas d'application dans cette situation liée à la sécurité de notre territoire, liée à la sécurité de nos compatriotes qui décèdent. Je ne pense pas que celui qui a perdu son fils, sa fille, sa femme, sa maman sera d'accord avec un principe de mieux vaut tard que jamais. Ça veut dire que le gouvernement est incapable d'être regardant, vigilant avant de signer certains accords au niveau international. Très bien. Monsieur Ramsès Mouteba, est-ce que finalement ceux qui estimaient que la RDC est en train de se plonger dans quelque chose qui ne comprend pas très bien et qu'il ne fallait finalement pas aller dans cette communauté d'Afrique de l'Est n'a pas raison avec tout ce qui se passe actuellement à l'Est de la République démocratique du Congo? Ceux qui pensent ainsi, ils se foutent les doigts dans l'œil, parce qu'il est vrai que avant qu'on intègre d'abord cette communauté, on a eu le temps de réfléchir. Et en plus, la mission principale de notre intégration de cette communauté était laquelle? Vous êtes sans ignorer que dans la charte de cette communauté, lorsqu'un pays membre est attaqué, tous les autres pays les soutiennent. Aujourd'hui, il est question, certes... Ce n'est visiblement pas le cas. Aujourd'hui, il est question que la RDC, pour avoir le soutien de cette communauté, il aurait fallu intégrer cette communauté. Les guerres qui se passent à l'Est, ce n'est pas aujourd'hui. Ce sont des guerres qui sont concoctées par plusieurs personnes. Que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. Il était évident d'abord d'intégrer la communauté, et nous sommes parmi les nations qui gagnent les guerres sans toutefois fournir beaucoup d'efforts. Quand je dis sans toutefois fournir, quand je dis fournir beaucoup d'efforts, c'est-à-dire éviter l'écoulement des sangs et les dégâts collatéraux. Certes, il y a des missions du commandant qui est chargé de cette commission. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette démission-là? Quand vous lisez en amont, il y a eu la pression telle que lui-même l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il a failli à sa mission. Vous êtes sans ignorer que la dernière rencontre avec le président
des pays représentant cette communauté, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait fait des remarques par rapport à sa mollesse, par rapport à sa façon de faire, par rapport au cahier des charges préétabli en amont. Parce que ici, quand on dit, il devait lire d'abord en amont, on devait voir les accords en amont pour accepter l'intégration. Tout ça a été fait en bonne et due forme. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu signature des accords, d'abord, pour que les M23 déposent les armes, est-ce que les M23 avaient accepté? La réponse était non. Quelle était la réaction de cette communauté? Si les M23 ou les groupes armés n'arrivaient pas à respecter l'accord dans les délais, nous allons attaquer. Mais chose qui n'a jamais été faite. Aujourd'hui, il y a eu la pression. Non seulement au niveau du gouvernement, mais au niveau de la population congolaise. Parce qu'on ne voit plus clair. Cette commission, cette communauté n'est pas venue ici pour faire le tourisme. Elle a une mission de combattre. D'ailleurs, ces allégations sont confirmées par le ministre des Affaires étrangères qui s'offre pour nous là. Il a dit... Dans les motifs de cette démission, il a évoqué plusieurs choses, notamment l'impayement des frais administratifs de cette communauté, donc tous les frais, la prise en charge sur le plan... Écoutez, Monsieur Narcisse, il est vrai. Est-ce que c'est pas vouloir une chose et son contraire? Vous appelez une force et vous ne prenez pas en charge cette force-là. Ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est notre armée. Quand il dit cette force, d'abord, pour votre information, tous les pays membres contribuent pour une mission de cette force. Mais la patrouille de la RDC, c'était de payer les fonctionnaires civils qui ont été engagés et tout. L'accord qui parle de la RDC, c'était payer les fonctionnaires civils, on ne refuse pas. Est-ce que le gouvernement congolais n'a pas respecté? Si le gouvernement congolais n'a pas respecté, il est vrai qu'il réclame. Ce n'est pas un motif de démission. Derrière cette démission se cachent beaucoup de choses. Entre autres, la première des choses, il pensait qu'il devait venir manipuler les Congolais, ce qui n'a pas été fait. La deuxième des choses, par rapport aux accords signés, Rwanda, ils n'ont pas respecté. Et le respect des cahiers de charges, raison pour laquelle il s'est retrouvé dans cette impossibilité, dans cette impasse de mener les opérations en respectant les cahiers de charges et les accords signés. Ce qui est important, ce qui est évident, il aurait fallu démissionner. Mais quand il démissionne, il dit la pression de Kinshasa. Qui lui met la pression à Kinshasa? Il ne peut que citer, mais lorsqu'on lui met la pression, parce que selon les accords, nous on met la pression sur base des accords. On avait signé les accords que cette force vient avec une mission d'attaquer. Mais lui, il reste dans la tête que la force vient avec la mission de cantonnement, ce qui n'est pas évident. Et d'ailleurs, le gouvernement congolais ne peut pas dépenser des millions de dollars qui peuvent être orientés vers le social pour cette communauté qui ne fait absolument rien. Depuis que cette communauté est en République démocratique du Congo, la communauté là a apporté quoi? Si ce n'est que la désolation également. Ce qu'on attendait d'eux, ils n'ont pas su le faire. Également, nous sommes d'avis que cette communauté quitte si elle n'arrive pas à réaliser les accords signés au niveau de Rwanda et les cahiers des charges signés. Nous allons recourir à la SADC. Les démarches sont déjà lancées avec le général Chico Chitamba qui est chargé des opérations au niveau de l'état-major général. Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de revenir à une certaine proposition de l'opposition, à une certaine opposition qui est parlé carrément de se replier sur les forces armées de la République démocratique du Congo, les équiper, les former et voilà, lancer une guerre frontale à l'agresseur qui est connu de tous, qui est le Rwanda? Est-ce que vous n'êtes pas quelque part en train de revenir à cette proposition? Le problème n'est pas seulement au niveau frontal, mais dans les back-ends, il y a aussi beaucoup de problèmes qu'il faut régler. Quand j'ai dit dans les back-ends, dans l'intérieur d'abord, on a connu les problèmes d'infiltration, de mixage, de braquage,
Et lorsqu'on parle ici des autorités de référence, voilà ce qu'ils nous ont laissé dans ces pays. La désolation à travers ces opérations. Il faudrait d'abord terminer ces opérations. Et quand est-ce que les opérations devaient prendre effet? C'est par là il faudrait également chercher un autre plan qui était le plan B. En amont, on cherche le plan B. En aval également, on met les stratégies en place pour nettoyer au sein de notre armée. C'est par là que vous avez vu même le ministre de Défense a lancé ces opérations d'identification au sein des FARDC. C'est pour nous éviter toutes ces bêtises-là, nous laisser par sous prétexte des autorités de référence. Très bien. Maître Gabriel, votre réaction? Merci beaucoup, monsieur Narcisse. Je suis très mal à l'aise dans ma peau du citoyen congolais que notre République soit gérée avec beaucoup de légèreté. Ça fait 4 ans, au jour le jour, que le régime est en place. Le régime nous parle toujours d'infiltration sans avoir donné la statistique des infiltrés dans notre armée, sans avoir organisé les procès contre ces infiltrés. Et ils se mettent à chanter matin, midi, soir que nous sommes infiltrés sans nous apporter des cas très palpables. Malheureusement, ils sont toujours comme ça. C'est une légèreté dans la gestion d'un État. Et je suis encore très déçu qu'un compatriote de l'Union sacrée de la nation dise ici, lorsque quelqu'un démissionne dans un contrat que vous avez signé, c'est parce qu'il estime que l'autre partie ne parvient pas à respecter ces clauses du contrat. Moi ça me met très mal à l'aise dans ma peau. Ça me met très mal à l'aise dans ma peau. Le militaire qui démissionne, M. Narcisse, il démissionne parce qu'à son niveau, il a estimé que le gouvernement congolais est incapable de respecter ces clauses de contrat. Et le gouvernement congolais qui acquise ces militaires n'avoir pas respecté sa part de clauses de contrat n'a jamais demandé que ces généraux soient démis. Jamais demandé. Ils ont entendu que ces dernières démissionnent pour venir ici dire au peuple congolais qu'il a démissionné parce qu'il n'a pas respecté sa part de contrat. Il semble qu'en dessous de table, c'est Kinshasa qui a carrément demandé son départ. Kinshasa a demandé son départ quand? Avec toujours retard comme ils savent le faire. Et aussi le monsieur vous dit ici que il y a avant de partir dans sa démission, il y a un paiement. Certainement, il y a un paiement. Et cette force qui arrive chez nous, si monsieur ne le sait pas, que la République démocratique du Congo est en train de prendre en charge cette force, excepté un seul groupe armé qui se prend en charge. Mais les restes sont pris en charge par notre République démocratique du Congo. Et il semblerait que même les derniers de ces militaires-là seraient en train de toucher 1 000 $. Les derniers gradés de ces militaires qui sont venus chez nous toucheraient 1 000 $. C'est que le militaire congolais ne touche pas. On n'a pas de preuves des montants que vous êtes en train de... Mais je vous l'ai dit, allons vérifier parce que... C'est à vérifier. Oui, donc, parce que lorsque vous lisez l'acte constitutif de cette communauté des pays de l'Afrique... de l'Est, de l'Ouest, c'est en principe tous les pays qui devraient contribuer. Quand ils arrivent dans les pays démocratiques du Congo, ce n'est pas ce qui se fait. C'est bien compris. On est pratiquement à la fin. On va terminer avec la sortie officielle de l'Union de l'Union sacrée de la nation. C'était donc ce samedi à Kinshasa. Est-ce que c'est une démonstration de force? Je commence avec l'UDPS. Merci beaucoup, M. Narcisse. Vous montrez vos muscles. Ici, ce n'est pas une démonstration de force. Je fais une analyse sur des aspects. Très rapidement. Le premier aspect, c'est par rapport au comportement de certains Congolais qui ne sont pas fidèles à leur idéologie, qui font la transhumance facilement. Mais c'est vous qui avez débouché J'ai fait l'analyse sur des aspects. Il n'y a pas eu de débauchage. Ici, il y a eu un appel volontaire pour intégrer l'Union sacrée. Très bien, allez-y. Il faut faire la part des choses. Concernant la sortie officielle de l'Union sacrée, nous sommes très contents et très satisfaits. Pourquoi? Parce que... Avec le plein au stade de Marty. Pourquoi? Parce que la prophétie du fait Étienne Tshisekedi Wamulumba vient de se réaliser. Il avait dit à son temps, lorsque UDPS sera au pouvoir, il n'y aura plus de l'opposition à la République démocratique
du Congo. C'est ce qui est en train de se faire et ce que nous voyons aujourd'hui. Tous ceux-là qui se disent opposants aujourd'hui, je vous confirme que après les élections de 2023, si Dieu nous prêtait encore vue, on se retrouvera sur ces plateaux. Je vous dirai combien des partis qui gardent encore l'idéologie de l'opposition. Il n'y aura plus d'opposition dans ces pays. C'est-à-dire la crainte par rapport à leurs agitations, c'est pas. Ils voient que les Congolais conscients, ils sont allés du bon côté. Le bon côté, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour donner un ouf de soulagement à la population congolaise, répondre aux attentes de la population congolaise sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire, sur le plan éducationnel, sur le plan économique, sur le plan santé pour tous, sur la construction des infrastructures, la construction. Donc, c'est ça notre souci majeur, c'est ça même l'utilité de l'union sacrée. Maître Gabriel, quelque part, vous sentez que vous avez morceau dur en 2023 si vous allez bien sûr aux élections. Il n'y a pas de morceau de dire, monsieur Narcisse, parce que l'opposition gagnera ces élections haut la main, parce que le bilan du régime actuel plaide en sa défaveur. Mais je suis tout à fait... On compare la réunion de Lubumbashi entre les 4 leaders et ce qui se passe à Kinshasa, c'est le jour et la nuit quand même. À Lubumbashi, ce n'était pas une coalition, ce n'était pas une plateforme politique qui s'est créée. C'était tout simplement la mise en commun de moyens de communication de certains candidats députés. Et c'était cette mise en commun des cadres et accompagnée de quelques militants. Et attendez-nous le 13 à Kinshasa, vous verrez notre marche. Ah, ça sera la réplique. Oui, ça ne sera pas la réplique. Nous allons marcher en faveur du peuple congolais. Je suis d'accord avec la prophétie du fait Etienne Tshisekedi. Quand il dit que quand l'IDPS arrivera au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Certainement, il n'y aura plus d'opposition barbare. Exactement. Parce que nous, quand nous marchons aujourd'hui, vous n'entendez nulle part qu'on a cassé, qu'on a pillé, qu'on a volé les biens de la République. Merci. Et je me dis, cette sortie de l'Union Sacrée Nation, vous l'avez appris, qu'on a disponibilisé 15 millions de dollars pour l'organisation de cette manifestation. L'argent tuerait 10 trésors publics parce que les contributions au sein de la plateforme politique et électorale, Union Sacrée des Nations, n'a pas encore commencé au vu et à la lecture de leur charte. Je suis certain que monsieur en face de moi n'a pas lu leur charte. Et les contributions au jour d'aujourd'hui n'ont pas encore commencé. Qu'ils nous disent, là ils ont trouvé 15 millions pour organiser, pour soudoyer les pasteurs. Je suis désolé. C'est suspect. Je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Je respecte tous les pasteurs. Mais on a appelé certains de pasteurs à Kinshasa pour être soudoyés afin de réunir les gens au stade. C'est qu'il y a une preuve par excellence que l'Union Sacrée de la Nation est en perte de vitesse, n'est pas avec la population, parce que l'Union Sacrée a soudoyé les pasteurs. Très bien. Vous les avez accusés, il a quand même droit. C'est une accusation pure et simple parce que quand elle est dit, et ça sera on a appris que, donc c'est-à-dire il n'a pas la vraie information. L'Union Sacrée d'abord est composée de plus de 400 partis politiques. Lorsque vous lisez la charte de l'Union Sacrée, elle a à peu près 22 pages, c'est-à-dire tous les membres avant l'adhésion, ils déposent leurs contributions. C'est ce qui s'est fait dans chaque parti politique. Un parti politique vit des contributions qui disent alors à la population que l'Union Sacrée n'a pas tiré aucun rôle. Ils ont des informations pour voir que l'Union Sacrée a dilapidé l'argent de la caisse publique, 15 millions tel qu'il est dit. Ils doivent saisir la justice. Je vous retourne l'ascenseur. Tu peux dire à la population qui nous suit combien il a contribué au jour d'aujourd'hui à l'Union Sacrée de la Nation. Combien à son adhésion. Qui disent à la population. Qui disent à la population. C'est punissable par la loi. Nous ne pouvons pas encourager cela. L'Union Sacrée, c'est une grande plateforme politique. Plus de 450 partis déjà membres au sein de l'Union Sacrée. Raison pour laquelle nous disons que l'opposition, ça n'existe plus. Merci beaucoup. Merci à vous, Maître Gabriel Makinga. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de LGD en charge de la communication et médias pour la province du Haut-Katanga. Merci d'être passé dans Politique à la carte. C'est à moi de vous dire effectivement merci. Et monsieur a été incapable de nous dire combien il a donné à son adhésion à l'Union Sacrée de la Nation. Merci à vous, Ramsès Mouteba. Vous êtes communicateur donc chargé
chargé de la communication de COPOP, une structure des intellectuels de l'UDPS, parti au pouvoir. Merci d'être passé. Merci beaucoup, M. Narcisse. Je remercie également mon co-débatteur. Je remercie également toute la population congolaise qui est branchée à cette grande chaîne. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de toujours nous faire confiance. Merci parce que vous avez été nombreux à nous suivre. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour d'autres débats et d'autres analyses sur les questions politiques en République démocratique du Congo. À la semaine prochaine. Au revoir.